Un auteur français qui aurait refusé le prix Nobel, quelques techniques pour écrire quand on est aveugle, et oui, apparemment c'est possible, la vérité derrière l'ouvrage du Kama Sutra, le premier auteur connu de l'histoire de l'humanité, carrément, quelques techniques pour écrire qui sont assez étranges, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est tout ce qu'on va apprendre dans cette vidéo. Je vais vous présenter 10 anecdotes qui touchent de près ou de loin à la littérature, à l'écriture, au milieu littéraire, et j'espère que ça va vous plaire. Let's go! La France possède le nombre de prix Nobel de littérature le plus élevé, avec 14 écrivains récompensés, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes aussi le seul pays pour lequel un écrivain a refusé le prix Nobel. En effet, Jean-Paul Sartre a refusé le prix Nobel en 1964 pour deux raisons. Il avait premièrement peur d'être enterré de son vivant avant d'avoir fini son œuvre, et deuxième raison, il avait quand même bâti un peu ses écrits sur la critique des institutions, et c'était un peu mal vu d'en remercier une. Le problème qu'il n'avait pas trop anticipé, c'est que le règlement du prix Nobel ne stipule pas qu'un lauréat peut accepter ou refuser le prix, donc il est toujours officiellement le prix Nobel de littérature de 1964. Il a tout simplement refusé le chèque. Il n'a pas pris en gros l'équivalent maintenant de 300 000 € et il a gardé sa fierté. On peut dire ça comme ça. James Joyce, qui est l'auteur de Portrait de l'artiste en jeune homme et de Ulysse, qui est considéré comme un chef-d'œuvre pour beaucoup, perdait peu à peu la vue, et donc pour essayer d'y voir un peu plus clair, il portait constamment, mais vraiment tout le temps, un manteau blanc éclatant pour essayer de se repérer dans l'espace grâce à la réverbération de la lumière sur la blancheur du manteau. Et comme il a commencé à vraiment perdre la vue de manière assez sévère, on va dire, il écrivait uniquement avec des crayons de couleur vive pour être en mesure de se relire. Donc ça, si c'est pas un modèle de persévérance et de détermination, je ne sais pas quoi dire d'autre. Alors là, je vais peut-être vous surprendre, mais non, le Kama Sutra, contrairement aux idées reçues, n'est pas un ouvrage à caractère sexuel. En réalité, c'est un ouvrage qui contenait plein de conseils sur la vie de couple, les techniques de séduction, les activités à faire à deux, et dans ces activités, on trouvait les échecs, la cuisine, alors évidemment oui, le sexe, mais ça ne représentait qu'un seul chapitre de l'ouvrage complet. Nous avons tout simplement ghosté toutes les parties qui concernent la séduction de la femme pour ne garder que la partie olé olé. Est-ce que ça vous surprend? Personnellement, pas tellement. Alors, on reconnaît la paternité des Jeux Olympiques modernes à Pierre de Coubertin, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est aussi très célèbre pour avoir été champion olympique de littérature. Car oui, les premiers Jeux Olympiques comprenaient des disciplines qui étaient liées à l'art, à la littérature, aux disciplines intellectuelles, et Pierre de Coubertin a eu la médaille d'or en 1912 pour son ode au sport. Moi je dis qu'il faudrait militer pour réintégrer la littérature dans les Jeux Olympiques. Let's go créer et signer une pétition. Qui est avec moi? Les premières écritures qu'on a retrouvées sont loin d'être glamour, puisqu'il s'agit essentiellement de comptabilité et d'administratif, mais il y a un texte qu'on considère comme le premier texte écrit et revendiqué par un auteur, et tenez-vous bien, c'est une autrice. Ce texte date de 2300 avant Jésus-Christ, donc loin dans le passé, n'est-ce pas? Il a été découvert en Mésopotamie et il nous vient d'une femme prêtresse qui s'appelle, alors là je prends mon téléphone pour lire son nom puisque c'est assez difficile à retenir, elle s'appelait Enhédouana. C'était une grande prêtresse dure et elle a été exilée suite à une révolte, et c'est durant son exil qu'elle a écrit deux textes qui sont les textes qu'on a retrouvés. Il s'agit de deux textes de supplication à la déesse Inanna, et à ce jour ce sont les premières traces du jeu en littérature que nous possédons. C'est la première fois que dans un texte qu'on a pu récupérer, il y a le jeu employé. Et c'est une femme! C'est une femme. Si vous avez, comme moi, été biberonné à Disney et que vous avez vu La Petite Sirène dans votre enfance, vous vous dites
La sirène, c'est une créature mi-femme, mi-poisson. Point barre. Et pourtant, l'image réelle des sirènes est assez éloignée des représentations modernes puisque la première fois qu'elles apparaissent, c'est dans l'Odyssée d'Homère et qu'il les décrit comme mi-femme, mi-oiseau. En gros, ce sont des harpies. Les sirènes et les harpies sont la même créature, simplement dans les représentations littéraires, dans les représentations culturelles qu'on en a faites. Après, on l'a dépeinte comme une créature mi-femme, mi-poisson. Alors, beaucoup plus sympa hein, et beaucoup plus glamour, on va dire, que les harpies, mais les harpies et les sirènes sont une seule et même créature à la base. Si vous avez lu ou croisé l'ouvrage La cellule de Zarkane publié en 2007, sachez que derrière le nom de l'auteur Joseph Lubski se cache un animateur très connu. Je ne vais pas faire durer le suspense, il s'agit de Patrick Sébastien. Il s'agit d'un thriller qui retrace ou parle de la vie d'un homme qui a vécu 18 ans en prison. Et l'auteur, pour des raisons évidentes, Patrick Sébastien donc, voulait être jugé pour sa qualité littéraire sans préjugés. Il a donc décidé d'écrire sous un pseudonyme. Et figurez-vous, quand je suis allée voir sur Babelio, le livre a d'excellentes critiques. Il est noté, je crois, 4 étoiles sur 5 et certaines personnes disent que c'est l'un des meilleurs thrillers qu'elles ont lus de leur vie. Donc si vous êtes adepte de policiers, de thrillers, sachez que Patrick Sébastien a écrit un livre, qu'apparemment il est très bon, et qu'il s'appelle La cellule de Zarkane par Joseph Lubski. C'est ma recommandation livresque de cette vidéo, alors que je ne l'ai pas lu. Est-ce que vous vous êtes déjà essayé à la dictée de Mérimée? C'est une dictée assez difficile à laquelle je me suis essayée il y a quelques temps. Je ne vous dirai pas combien de fautes j'ai fait. Je ne me ferai pas à moi-même cet outrage, mais c'est une dictée qui a été créée par Prosper Mérimée en 1857 pour distraire la cour à la demande de l'impératrice Eugénie. Et dans les participants, il y avait notamment Napoléon III et Alexandre Dumas fils. Et si là vous dites que Alexandre Dumas fils a dû vraiment réussir haut la main ce challenge et gagner devant tous les autres qui étaient en dehors du monde littéraire, que nenni mes amis, que nenni! Puisque Napoléon III a fait 75 fautes, 62 pour l'impératrice, 24 pour Alexandre Dumas, 19 pour Octave Feuillet et seulement 3 pour l'ambassadeur d'Autriche. Heureusement, bon perdant, Alexandre Dumas a demandé à ce fameux ambassadeur quand est-ce qu'il était prêt à venir donner des cours d'orthographe à l'académie parce qu'apparemment c'était plus que nécessaire. Charles Perrault, il est connu de tous, on a tous lu, écouté des contes écrits par lui dans notre enfance qui ont inspiré certains Disney, etc. Il est passé à la postérité grâce au conte de ma mère Loi qu'il a publié en 1697, mais sachez qu'une femme l'avait devancé dans le genre, Marie-Catherine d'Aulnoy. Elle a publié notamment Contes nouveaux ou les fées à la mode et c'est elle qui a notamment fondé ce qu'on appelle les fameux contes de fées. Vous voyez le lien, Contes nouveaux, les fées à la mode, contes de fées. Marie-Catherine d'Aulnoy, retenez ce nom. Et il faut aussi noter que contrairement à Charles Perrault, qui en reprenant des contes plus anciens, etc., cherchait un peu à polir son récit pour rendre le tout un peu moins subversif, Marie-Catherine d'Aulnoy, elle n'hésitait pas à taper dans le tas et à faire des choses très satiriques autour de la cour et de la société française. Donc ça, on apprécie, go girl! Et enfin, dernière anecdote, je ne connaissais pas l'auteur, mais j'ai trouvé l'anecdote extrêmement drôle. On découvre Friedrich von Schiller, qui est un auteur écrivain allemand qui avait comme thématique de prédilection l'esthétique. Et en gros, pour se motiver le matin et écrire le plus vite possible, le plus rapidement possible, il mettait plein de pommes pourries, moisies dans ses tiroirs de bureau parce que l'odeur était tellement horrible et vraiment tellement dérangeante que ça lui donnait envie d'écrire super vite pour pouvoir sortir de son bureau et respirer un peu d'air frais. C'est une technique qui se discute, n'est-ce pas? Ça fait un peu maso sur les bords, sachant que pareil, le soir, pour rester motivé et éviter la fatigue, il mettait ses pieds dans des bacs d'eau glacée pour rester éveillé. Donc c'est un homme qui aimait se faire souffrir. Apparemment ça a été efficace puisqu'il a publié beaucoup d'ouvrages. Je ne suis pas sûre de recommander la technique. J'espère que ces 10 anecdotes de littérature vous auront appris les choses, vous auront fait rire, vous auront diverti. C'est des vidéos que j'adore faire. Il y avait eu un premier épisode au tout début de ma chaîne que je vous mets là-bas.
De nouveau, à chaque fois que je vous recommande des très anciennes vidéos, soyez indulgents par rapport à la forme. Le fond reste sympa, la forme est un peu obsolète, mais n'hésitez pas à aller regarder ces 10 autres anecdotes. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous fais plein de bisous. A plus! Et si l'un de vous, futur écrivain en herbe, essayez la technique des pommes pourries, vraiment faites-le moi savoir.